C'était une chaude journée de juillet 1985, lorsque Christy Wesselman quitta son domicile pour se rendre brièvement à la station-service. Une simple course a seulement divisé 10 minutes à pied. Mais Christy ne revint jamais. Au début, personne ne s'inquiéta. Peut-être avait-elle rencontré des amis ou avait-elle simplement perdu la notion du temps. Mais lorsque le soleil se coucha et que Christy n'était toujours pas revenue, la panique s'installa. Les voisins, les amis, la police, tous la cherchaient, mais elle avait disparu sans laisser de traces. Personne ne l'avait vue. Cette affaire est considérée comme l'une des affaires criminelles les plus horribles des États-Unis, car ce qui a été découvert 30 ans plus tard allait choquer toute une nation. Au milieu des années 1980, Glen Ellyn était une banlieue tranquille, à l'ouest de Chicago. Des maisons individuelles bien entretenues, des rues ombragées et une communauté soudée caractérisaient le paysage urbain. Les enfants y grandissaient sans souci, jouaient dehors jusque tard dans la soirée et allaient à l'école ou au magasin du coin sans aucune crainte. C'était un endroit où les parents n'avaient pas à s'inquiéter pour la sécurité de leurs enfants. Christy Wesselman était une fille typique de cette petite ville idyllique. Née le 19 avril 1970, elle a grandi dans un foyer aimant avec sa mère, ses 2 frères aînés et sa sœur. Son père n'a pas joué un grand rôle dans sa vie, mais sa famille était très unie. Christy était joyeuse, ouverte et appréciée de ses camarades de classe. À l'école, elle était motivée et travailleuse. Elle était non seulement sportive, elle jouait aussi bien au volley qu'au softball, mais aussi active socialement. Ses camarades de classe l'aimaient tellement qu'ils l'ont élue déléguée adjointe de classe. C'était une fille qui était appréciée de tous, qui riait, plaisantait et courait toujours dans les couloirs de l'école de bonne humeur. L'été 1985 s'est déroulé comme pour beaucoup d'autres adolescents de son âge. Elle a suivi des cours d'été, a passé du temps avec ses amis et a profité des journées chaudes. Elle aimait se promener avec d'autres jeunes, flâner dans les rues ou simplement s'asseoir dans le jardin et discuter. Mais elle n'était pas seulement une adolescente typique, c'était aussi une fille fiable. Sa mère pouvait compter sur elle pour l'aider à la maison et faire de petites courses. Il n'y avait donc rien d'inhabituel à ce que Christy décide ce dimanche-là de faire un petit tour à la station-service pour acheter un chocolat et une boisson pour elle et sa mère. Le magasin n'était pas loin. C'était un chemin qu'elle empruntait souvent. Sa mère l'attendait dans quelques minutes. Elle avait une petite course à faire, rien qui ne devait l'inquiéter. Personne n'aurait pu imaginer que la période estivale insouciante de Christy prendrait fin ce jour-là. Le 21 juillet 1985 était une chaude journée d'été à Glen Ellyn. Les rues étaient calmes. De nombreuses familles passaient le dimanche dans le jardin ou au bord du lac. Pour Christy Wesselman, la journée avait commencé de manière tout à fait ordinaire. Elle avait terminé ses cours d'été et passait l'après-midi à la maison. Vers 15h30, elle décida de sortir, encore une fois, rapidement. Sa destination, une petite station-service à quelques minutes de chez elle. Elle voulait acheter un coca et un chocolat, une petite course, rien de spécial. Sa mère était au courant et s'attendait à ce qu'elle revienne bientôt. Christy a enfilé des vêtements confortables, a pris un peu d'argent et s'est mise en route. Elle connaissait bien le chemin, elle l'avait déjà emprunté plusieurs fois. Personne ne s'est posé de questions. Au fil des minutes,
Sa mère se dit d'abord que Christy avait peut-être rencontré quelqu'un sur le chemin du retour. Ce n'était pas inhabituel. Christy était sociable et avait tendance à s'immerger dans une conversation. Mais au bout d'une heure, l'inquiétude grandit. Vers 17 heures, sa mère a essayé d'appeler les amis de Christy. Peut-être était-elle partie avec quelqu'un spontanément, mais personne ne l'avait vue. La panique s'installe peu à peu. Elle parcourt le chemin qui mène à la station-service, cherche sa fille, mais il n'y a aucune trace d'elle. Dans le magasin, elle demande au vendeur. Oui, Christy était passée. Elle avait acheté un coca et un chocolat, comme prévu. Puis elle avait quitté le magasin. Mais personne ne se souvient où elle est allée, ni si quelqu'un se trouvait à proximité. La peur grandissait à chaque minute. Vers 19 heures, la famille a commencé à chercher Christy avec les voisins. Ils ont parcouru les rues, l'ont appelée, ont cherché des signes indiquant qu'elle avait peut-être fait une chute ou s'était blessée. Mais tout était calme. À la tombée de la nuit, l'inquiétude s'est transformée en certitude. Quelque chose n'allait pas. Christy n'aurait jamais disparu comme ça. À 1h50 du matin, sa mère a pris son téléphone et a appelé la police. Lorsque la police a reçu l'appel d'urgence de la mère de Christy à 1h50 du matin, les agents ont réagi immédiatement. Une jeune fille de 15 ans qui disparaît. C'était inhabituel. Mais à ce moment-là, rien n'indiquait qu'il s'était passé quelque chose de grave. Les premiers enquêteurs sont arrivés peu après au domicile de Christy. Sa mère a décrit la situation. Christy était partie vers 15h30, avait parcouru une courte distance jusqu'à la station-service et n'était jamais revenue à la maison. Les agents ont commencé par prendre les mesures habituelles. Ils ont posé des questions. Christy avait-elle des problèmes à l'école? Y avait-il des disputes à la maison? Aurait-elle pu fuguer? Mais rien de tout cela ne correspondait à Christy. Elle était heureuse, avait des projets pour les jours suivants et n'avait aucune raison de disparaître. Les recherches Lakesh ont commencé par un interrogatoire de l'employé de la station-service. Il se souvenait bien de Christy. Elle était entrée vers 16 heures, avait dit bonjour et avait acheté un coca et un chocolat. Puis elle était partie, seule. Rien ne semblait inhabituel. La police interrogea les passants et les voisins. Quelqu'un avait-il vu Christy sur le chemin du retour? Mais personne ne se souvenait d'elle. Le court trajet entre son domicile et la station-service semblait l'avoir tout simplement avalée. Les agents, les voisins et la famille ratissèrent les environs à la lampe de poche. Ils cherchèrent dans les parcs, les arrière-cours, les garages. Mais il n'y avait aucune trace de Christy. La nuit passa et les recherches s'intensifièrent à l'aube. Un nouveau groupe d'enquêteurs prit en charge l'affaire. Ils tentèrent de retracer l'itinéraire le plus probable de Christy pour rentrer chez elle. Un policier remarqua un raccourci à travers un champ. C'était un petit sentier que de nombreux enfants empruntaient pour se rendre plus rapidement à la station-service. Le chemin n'était pas goudronné. Il passait à travers des herbes hautes et se trouvait à quelques mètres seulement du magasin. Les policiers ont décidé de l'examiner de plus près. Et puis, au milieu des hautes herbes, ils ont découvert quelque chose. Un corps. La recherche de Christy avait soudainement pris fin de manière choquante. Lorsque l'enquêteur s'arrêta dans les hautes herbes du champ, il sut immédiatement qu'il avait trouvé quelque chose. Son cœur s'accéléra alors qu'il s'approchait prudemment. Entre les tiges denses se trouvait une silhouette sans vie. C'était Christy. Il appela immédiatement ses collègues. En quelques minutes, la zone fut bouclée et l'équipe de police scientifique
commença son travail. La scène était bouleversante. Le corps de Christie gisait à quelques mètres seulement du sentier qu'elle avait probablement emprunté pour rentrer chez elle. Les agents ont sécurisé la zone et cherché des traces. Mais ils n'ont rien trouvé. Aucune empreinte de pas, aucun objet personnel, aucun indice clair sur ce qui s'était passé ici. C'était comme si tout s'était déroulé dans un silence total. Un détail était particulièrement inquiétant. La bague en perles de Christie avait disparu. Elle la portait toujours. C'était un cadeau de sa mère. Mais maintenant, elle avait disparu. Était-ce un hasard ou quelqu'un l'avait-il prise intentionnellement? Pendant que les enquêteurs examinaient les lieux du crime, la famille de Christie a été prévenue. Sa mère s'est effondrée en apprenant la nouvelle. L'espoir que Christie soit simplement coincée quelque part ou qu'elle se soit cachée a été anéanti en un instant. La police a travaillé d'arrache-pied. Le corps a été transporté à l'Institut médico-légal pour y être examiné, tandis que les enquêteurs ont fouillé chaque centimètre carré du champ. Mais il n'y avait aucun indice, pas le moindre indice qui aurait pu mener directement à un suspect. Les enquêteurs étaient face à une énigme. Comment un crime a-t-il pu être commis en plein jour, dans un quartier résidentiel, sur un chemin très fréquenté, sans que personne ne s'en aperçoive? La seule réponse était la suivante. Le coupable savait exactement ce qu'il faisait. La chasse à l'homme avait commencé. Les enquêteurs étaient confrontés à l'une des questions les plus difficiles de leur carrière. Comment une jeune fille a-t-elle pu disparaître sur un court trajet dans un quartier résidentiel animé, sans que personne n'ait rien vu? Les premiers interrogatoires se sont concentrés sur les environs du lieu de la découverte. À quelques dizaines de mètres du champ, une famille avait organisé un barbecue cet après-midi-là. De la musique jouait, des enfants jouaient dans le jardin, des adultes discutaient, mais personne n'avait remarqué quoi que ce soit de suspect. Aucun cri, aucun bruit inhabituel. Plus étrange encore. Une station-service se trouvait à seulement 60 mètres du champ. L'employé, qui avait travaillé là tout ce temps, ne se souvenait de rien d'inhabituel. Il avait vu Christie faire ses courses, mais après, rien. Les enquêteurs ont passé en revue les scénarios possibles. Quelqu'un avait-il suivi Christie? Avait-elle été attirée dans le champ de manière ciblée? Ou connaissait-elle peut-être même le coupable? La police a interrogé tous les hommes des environs ayant des antécédents d'agression ou de crimes violents. Mais aucun d'entre eux n'a pu être relié à l'affaire. Les appels à témoins n'ont pas non plus permis d'obtenir des informations utiles. C'était comme si l'agresseur avait frappé de manière invisible, en plein jour, sans laisser de traces. Seul le fait que la bague de Christie manquait a attiré l'attention des enquêteurs. Était-ce le signe que l'auteur du crime avait emporté une sorte de trophée? Ou était-ce simplement un hasard? Les semaines passèrent. La police travaillait sans relâche, suivant la moindre piste. Mais avec le temps, les indices se tarirent, sans témoins, sans preuves, sans suspect. L'affaire menaçait de rester non résolue. Lorsque la police, après des semaines d'enquête intensive, n'a pas fait de progrès, un homme a attiré l'attention d'Anna Henry. Il habitait non loin du champ, connaissait bien la région et était déjà connu de la police. Pas pour un crime grave, mais pour des délices mineurs commis par le passé. Lorsque son nom est apparu dans les dossiers d'enquête, les agents ont décidé de l'examiner de plus près. Henry n'était pas coopératif. Lorsque la police lui a demandé un échantillon d'ADN, il a refusé. Cela ne faisait que le rendre plus suspect. Pourquoi un homme innocent hésiterait-il à prouver son innocence? Une décision de justice l'a contraint
à fournir un échantillon d'ADN. Les enquêteurs étaient convaincus. Ils avaient leur homme, mais le choc est survenu. L'échantillon a été comparé aux traces relevées sur le lieu du crime et il n'y avait aucune correspondance. Henry était innocent, mais pour lui, il était trop tard. Les accusations avaient déjà fait le tour. Ses voisins l'évitaient, ses connaissances doutaient de lui. La police l'avait traité comme un suspect, l'avait publiquement pris pour cible, et sa réputation était ruinée. Bien que son nom ait été officiellement lavé, sa vie était détruite. Il a perdu son emploi, s'est retrouvé en difficulté financière et a été évité par beaucoup de gens. La police s'était trompée. Pire encore, pendant qu'elle gaspillait son énergie à poursuivre Henry, le véritable coupable était toujours en liberté et l'affaire était revenue à son point de départ, sans indice, sans suspect. Les années ont passé et avec elles, l'espoir de justice s'est évanoui. Les années ont passé et chaque semaine, sans nouveaux indices, rendait l'affaire de Christy Wesselman plus froide. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, les enquêteurs ont tenté à plusieurs reprises de rouvrir le dossier, mais sans nouvelles preuves. Chaque piste s'avérait être une impasse. La famille de Christy a dû se résigner à une triste réalité. Il n'y avait pas de conclusion, pas de réponse, seulement la certitude angoissante que le coupable était toujours là, quelque part. Puis vint l'an 2000, et avec lui un développement technologique révolutionnaire pour les affaires criminelles, les bases de données, ADN. Les enquêteurs ont décidé de réanalyser les traces biologiques, alors conservées dans le dossier de Christy. Ils espéraient que les progrès de la technologie ADN apporteraient peut-être de nouvelles informations. En 2002, une nouvelle loi a été adoptée dans l'Illinois. Désormais, les suspects de certains crimes devaient fournir un échantillon d'ADN qui était stocké dans une base de données nationale. Pour l'affaire de Christy, cela signifiait que si l'auteur du crime récidivait et que son ADN était enregistré, une comparaison permettrait de résoudre l'affaire. Les enquêteurs ont téléchargé les traces de l'affaire de Christy dans la base de données du FBI. Il ne leur restait plus qu'une chose à faire: attendre. Les années passèrent. Aucune correspondance n'était trouvée. La mère de Christy avait appris à vivre avec la douleur. Mais l'idée que le meurtrier de sa fille puisse continuer à vivre en toute impunité ne la quittait jamais. Ce n'est que 30 ans après la disparition de Christy que les choses allaient changer. Une seule erreur inattendue permettrait enfin de démasquer le coupable. C'était un jour comme les autres, en 2015, lorsqu'une comparaison automatique a été effectuée dans la base de données du FBI. Puis quelque chose s'est produit auquel personne ne s'attendait. Une correspondance. L'ADN, prélevé sur le lieu du crime en 1985, correspondait exactement à un nouvel échantillon téléchargé. Le nom de l'homme, Michael Jones. Les enquêteurs étaient stupéfaits. Jones n'avait jamais été suspecté. Pendant des décennies d'enquête, son nom n'était jamais apparu. Mais qui était cet homme? Et comment avait-il pu rester si longtemps non découvert? La réponse était aussi simple qu'effrayante. Michael Jones avait mené une vie tout à fait normale pendant 30 ans. Il vivait désormais à Champaign, dans l'Illinois, à environ 240 km de Glen Ellyn. Il avait une famille, des amis, une vie quotidienne, comme si rien ne s'était passé. Mais en 2015, Jones a été arrêté pour agression domestique sur sa femme. En vertu de la nouvelle loi de l'Illinois, il a dû fournir un échantillon d'ADN. L'échantillon a atterri dans la base de données
et a permis de résoudre une affaire considérée comme insoluble depuis 3 décennies. Une équipe d'enquêteurs a immédiatement été envoyée à Champaign. Ils ont trouvé Jones chez lui et l'ont confronté aux résultats. Il a tout nié. Il a affirmé n'avoir jamais entendu parler de Christy Wesselman. Mais la science ne laissait aucun doute. Son ADN avait été retrouvé sur les lieux du crime. Après 30 ans, le coupable était enfin retrouvé. La police l'arrêta, et pour la première fois depuis 1985, un espoir germa pour la famille de Christy. La justice était possible. Lorsque la police arrêta Michael Jones, il avait 62 ans. Pour la plupart des gens de son entourage, c'était un homme ordinaire. Mais lorsque les enquêteurs se plongèrent dans son passé, une toute autre image apparut. Jones avait un long passé criminel. Dès les années 1970, il avait été arrêté à plusieurs reprises, mais jamais pour un crime. Son dossier contenait des incidents de violence domestique, de harcèlement et d'agression physique. Mais à chaque fois, il semblait s'en tirer avec des peines légères. Son premier incident grave s'est produit au milieu des années 1970. Il avait reçu une plainte d'une jeune femme. 1 an plus tard, il a de nouveau été arrêté. Cette fois, les preuves étaient irréfutables et Jones a dû répondre de ses actes devant les tribunaux. Il s'est montré repentant, affirmant qu'il souffrait de problèmes psychologiques et avait besoin d'aide de toute urgence. Le juge se laissa convaincre. Jones fut condamné à une peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans, une peine flexible qui lui permettait d'être libéré plus tôt. Et c'est exactement ce qui se produisit. Jones ne passa que 6 ans en prison avant d'être libéré en 1983 pour bonne conduite. 2 ans plus tard, à l'été 1985, il était un homme libre. Et c'est alors que sa route croisa celle de Christy Wesselman. La police soupçonnait qu'il passait par hasard par Glen Ellyn ce jour-là. Il était un motard passionné, faisait souvent de longs trajets et restait rarement longtemps au même endroit. Personne en ville ne le connaissait, personne ne savait qu'il y séjournait. Et cela rendait impossible pour les enquêteurs de l'époque de le considérer comme un suspect. Après sa libération, il a continué à vivre sa vie. Il s'est marié, mais sa première femme a demandé le divorce en 1994. La raison, il avait eu une liaison avec une jeune femme de la famille. Il y avait eu des signaux d'alerte clairs. Mais comme souvent, Jones a réussi à éviter de graves conséquences. En 1999, il a été arrêté à nouveau, mais il n'a pas été détenu longtemps. Il a déménagé à Champaign et a continué à y vivre discrètement jusqu'en 2015, date à laquelle son ADN a été enregistré dans la base de données. Pour la famille de Christy, cette découverte a été bouleversante. L'homme avait vécu librement pendant toutes ces années. Et pire encore, s'il avait effectivement purgé sa peine initiale de 10 à 20 ans, il n'aurait jamais été à Glen Ellyn et Christy ne l'aurait jamais rencontré. C'était un jour comme les autres, en 2015, lorsqu'une comparaison automatique a été effectuée dans la base de données du FBI. Puis quelque chose s'est produit auquel personne ne s'attendait. Une correspondance. L'ADN, prélevé sur le lieu du crime en 1985, correspondait exactement à un nouvel échantillon téléchargé. Le nom de l'homme, Michael Jones. Les enquêteurs étaient stupéfaits. Jones n'avait jamais été suspecté. Pendant des décennies d'enquête, son nom n'était jamais apparu. Mais qui était cet homme? Et comment avait-il pu rester si longtemps non découvert? La réponse était aussi simple qu'effrayante.
Michael Jones avait mené une vie tout à fait normale pendant 30 ans. Il vivait désormais à Champaign, dans l'Illinois, à environ 240 km de Glen Ellyn. Il avait une famille, des amis, une vie quotidienne, comme si rien ne s'était passé. Mais en 2015, Jones a été arrêté pour agression domestique sur sa femme. En vertu de la nouvelle loi de l'Illinois, il a dû fournir un échantillon d'ADN. L'échantillon a atterri dans la base de données et a permis de résoudre une affaire considérée comme insoluble depuis 3 décennies. Une équipe d'enquêteurs a immédiatement été envoyée à Champaign. Ils ont trouvé Jones chez lui et l'ont confronté aux résultats. Il a tout nié. Il a affirmé n'avoir jamais entendu parler de Christy Wesselman. Mais la science ne laissait aucun doute. Son ADN avait été retrouvé sur les lieux du crime. Après 30 ans, le coupable était enfin retrouvé. La police l'arrêta, et pour la première fois depuis 1985, un espoir germa pour la famille de Christy. La justice était possible. Lorsque la police arrêta Michael Jones, il avait 62 ans. Pour la plupart des gens de son entourage, c'était un homme ordinaire. Mais lorsque les enquêteurs se plongèrent dans son passé, une toute autre image apparut. Jones avait un long passé criminel. Dès les années 1970, il avait été arrêté à plusieurs reprises, mais jamais pour un crime. Son dossier contenait des incidents de violence domestique, de harcèlement et d'agression physique. Mais à chaque fois, il semblait s'en tirer avec des peines légères. Son premier incident grave s'est produit au milieu des années 1970. Il avait reçu une plainte d'une jeune femme. 1 an plus tard, il a de nouveau été arrêté. Cette fois, les preuves étaient irréfutables et Jones a dû répondre de ses actes devant les tribunaux. Il s'est montré repentant, affirmant qu'il souffrait de problèmes psychologiques et avait besoin d'aide de toute urgence. Le juge se laissa convaincre. Jones fut condamné à une peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans, une peine flexible qui lui permettait d'être libéré plus tôt. Et c'est exactement ce qui se produisit. Jones ne passa que 6 ans en prison avant d'être libéré en 1983 pour bonne conduite. 2 ans plus tard, à l'été 1985, il était un homme libre. Et c'est alors que sa route croisa celle de Christy Wesselman. La police soupçonnait qu'il passait par hasard par Glen Ellyn ce jour-là. Il était un motard passionné, faisait souvent de longs trajets et restait rarement longtemps au même endroit. Personne en ville ne le connaissait. Personne ne savait qu'il y séjournait. Et cela rendait impossible pour les enquêteurs de l'époque de le considérer comme un suspect. Après sa libération, il a continué à vivre sa vie. Il s'est marié, mais sa première femme a demandé le divorce en 1994. La raison, il avait eu une liaison avec une jeune femme de la famille. Il y avait eu des signaux d'alerte clairs. Mais comme souvent, Jones a réussi à éviter de graves conséquences. En 1999, il a été arrêté à nouveau, mais il n'a pas été détenu longtemps. Il a déménagé à Champaign et a continué à y vivre discrètement jusqu'en 2015, date à laquelle son ADN a été enregistré dans la base de données. Pour la famille de Christy, cette découverte a été bouleversante. L'homme avait vécu librement pendant toutes ces années. Et pire encore, s'il avait effectivement purgé sa peine initiale de 10 à 20 ans, il n'aurait jamais été à Glen Ellyn et Christy ne l'aurait jamais rencontré. Après que l'ADN ait clairement désigné Michael Jones comme étant l'auteur du crime, les autorités n'ont pas hésité longtemps. Le 18 septembre 2015,
Il a été officiellement inculpé pour le meurtre de Christy Wesselman. Jones a tout nié. Lors des premiers interrogatoires, il n'a montré ni remords, ni nervosité, comme si la situation n'avait aucun sens pour lui. Il a affirmé qu'il n'avait jamais rencontré Christy et qu'il n'était même pas allé à Glen Ellyn en 1985. Mais la science ne laissait aucun doute. La police l'avait. Et cette fois, il ne pouvait pas se défiler. La nouvelle de son arrestation s'est rapidement répandue. La famille de Christy l'a appris par un appel des enquêteurs. Sa mère a fondu en larmes, un moment qu'elle avait souhaité depuis 30 ans. Les années suivantes ont été un processus difficile. Jones a nié toutes les accusations et a misé sur des tactiques dilatoires. Il a fallu 3 ans pour qu'un procès ait enfin lieu. Mais Jones savait qu'il n'avait aucune chance. Au lieu de subir un long procès, il a décidé de passer aux aveux. Mais il y avait une condition. Il ne devait pas raconter ce qui s'était passé exactement ce jour-là. Ce fut un moment difficile pour la famille de Christy. Ils espéraient enfin obtenir des réponses, découvrir comment et pourquoi cela s'était produit. Mais Jones a emporté ces informations avec lui en prison. Le verdict est néanmoins sans appel. 80 ans de prison. Aucune possibilité de libération anticipée avant 2095. En d'autres termes, il ne sera plus jamais un homme libre. Lorsque le verdict a été prononcé, la mère de Christy a poussé un profond soupir. C'était une justice qu'elle attendait depuis 30 ans.